Bienvenue dans Labo d'Hippocrate. Je suis Léo, médecin en fin de formation et fondateur de H, un écosystème digital de prévention dont le premier outil sera bientôt votre assistant santé préféré, Hippocrate. Ici, avec des experts, on casse les idées reçues et on vous donne les clés simples pour mieux comprendre votre santé et prendre soin de vous au quotidien. C'est parti pour l'épisode du jour. Virginie, bonjour, bienvenue dans Labo d'Hippocrate. Comme à mon habitude, je vais te demander de te présenter un petit peu pour ceux qui nous écoutent. Donc moi, je suis le docteur Virginie Marchal, je suis cardiologue. J'ai fait mes études, mon externat à la fac de Nancy. J'ai fait mon internat océan Indien, donc moitié des études à l'île de la Réunion, moitié des études à Bordeaux. Ensuite, j'ai fait mon assistanat en cardiologie à l'île de la Réunion, au CHU de Saint-Pierre. Et ensuite, j'ai remplacé et je me suis installée à Aix-en-Provence en 2019. Donc, ça va faire 6 ans. Voilà, et Ok. je suis sur les réseaux depuis le début d'année. Et réseaux qui marchent pas trop mal, alors on les donnera un peu à la fin, mais ton compte Instagram, pour quelqu'un qui vient juste de commencer, fait quelques jaloux, je pense, parce que c'est plutôt très chouette ce que tu proposes. Après, je connais pas trop, mais en tout cas, je me suis lancée. Après, avec bien accompagné, avec des bons conseils, parce que je pense que dans la vie, c'est important d'être toujours bien accompagné. Et voilà, j'essaye comme toi, de varier un peu ma pratique médicale. Ça permet vraiment de s'imprégner aussi de ce que les gens ont besoin, de ce qu'ils demandent, de ce qu'ils savent, de communiquer de façon un peu plus proche avec eux. Et puis moi, j'avais aussi envie de leur expliquer comment ça se passe du côté des soignants, pourquoi c'est la galère pour se soigner, pourquoi c'est pas de notre faute, et qu'on n'est pas leur ennemi, mais au contraire, que si on a fait ce métier, c'est parce qu'on les aime et qu'on a envie de les aider. Ouais, ça tu le fais très bien sur LinkedIn, j'aime beaucoup tes posts un peu piquants, c'est, c'est plutôt très chouette. Merci. Alors, t'es cardiologue, donc on va parler du cœur aujourd'hui. L'idée c'est de rentrer pas trop dans le détail, de plus de faire une vue d'ensemble de comment fonctionne le cœur. On abordera rapidement quelques pathologies, mais voilà, ça va être surtout Ouais. d'essayer de répondre un peu à ce que tout le monde se pose comme question. Et je commence toujours par une question je dis toujours la même chose, mais qui pour moi est un peu bête, mais je la pose toujours quand même. À quoi ça sert le cœur? Pas de question bête. À quoi ça sert le cœur? Effectivement, c'est une bonne question. Donc le cœur, comme on dit classiquement, c'est une pompe. Donc le cœur, l'organe, hein, parce que le cœur, ça veut dire plein de choses. Et on dit être au cœur de quelque chose. On parle du cœur de l'affect aussi. Et en fait, tout est lié. Mais pour parler de l'organe, c'est donc une pompe située à peu près au cœur du corps, par ici. Voilà, un petit peu plus sur le côté gauche. Hop, comme ça. Là, il est grossi 2 fois, je crois. Et donc, cette pompe va permettre de faire circuler le sang pour distribuer de l'oxygène à tous les organes qui en ont besoin pour fonctionner, y compris lui-même. Donc, elle se contracte, cette pompe, plusieurs fois par minute. C'est ce qu'ils appellent la fréquence cardiaque, avec une puissance de contraction. Les deux ensemble, ça va générer le débit cardiaque. Donc ça, c'est vraiment la débimétrie de la plomberie. Et donc, pour fonctionner, elle va fonctionner avec de l'électricité. Donc, c'est une pompe magique qui a l'électricité elle-même dans son propre organe, mais qui va être modulée en fonction du système nerveux, donc des stimuli extérieurs. Et donc, cette pompe fait circuler le sang, fait circuler donc l'oxygène, les nutriments et tout ce dont les autres organes ont besoin. Donc, sans cœur, c'est la mort. Ça, en général, on le sait assez bien. Néanmoins, c'est pas le seul organe essentiel à la vie du corps. Parce qu'un cœur sans cerveau, c'est une mort cérébrale. Un cœur sans foie, c'est pas viable non plus. Un cœur sans rein ni rein de substitution, c'est pas viable non plus. On a besoin de tous nos organes. Voilà. Mais effectivement, le cœur est au cœur du corps. Il est important pour le fonctionnement de tous les autres organes. Il travaille en harmonie avec tous les autres organes. Ils ont d'ailleurs souvent des rétrocontrôles les uns des autres, hein, et des actions sur les uns et sur les autres. Et cette pompe, elle a plein de fonctions. Elle peut avoir plein de maladies aussi.
Puis il peut y avoir plein de traitements. Alors pour ceux qui nous écoutent juste, hein, qui nous voient pas, tu tenais un gros cœur dans les mains, donc je vous invite à aller sur YouTube directement pour voir, pour voir directement le cœur que tu avais. Et justement sur ce cœur-là, on voit pas mal de petites choses. Anatomiquement, est-ce qu'on peut dégrossir un petit peu ce qu'on voit sans rentrer dans les détails, mais voir un petit peu Alors, par où passe le cœur là. anatomiquement, on a les oreillettes, les cavités qui sont en haut, anatomiquement, et les ventricules qui sont en bas. Donc la partie gauche du cœur, voilà. Ventricule gauche, oreillette gauche derrière, et le ventricule droit, l'oreillette droite. Donc au niveau de l'oreillette droite, c'est le sang veineux, donc le sang qui n'a plus d'oxygène, qui va remonter par les veines caves inférieures et supérieures dans l'oreillette droite, qui va ensuite passer dans le ventricule droit et être éjecté par l'artère pulmonaire dans les poumons pour être oxygéné. Et ensuite, ça va revenir par les veines pulmonaires dans l'oreillette gauche. Ça va passer dans le ventricule gauche, qui est le ventricule le plus puissant, qui va rééjecter le sang dans l'aorte pour aller le distribuer à tous les organes. Donc voilà, ça c'est l'anatomie de base. Donc il peut y avoir de façon congénitale déjà des variations anatomiques, des anomalies congénitales sur l'anatomie de la pompe. On peut des fois s'en rendre compte tardivement quand c'est des anomalies mineures. On peut aussi vivre toute sa vie avec une petite anomalie qu'on n'a jamais détectée, qui est pas gênante. Tous les problèmes ou les atypies cardiaques sont pas graves, hein. Le corps est quand même globalement bien fait. Et puis ensuite, si jamais on a une anatomie qui est pas normale, et ben il existe aussi voilà plein de traitements chirurgicaux, de cardiopathie de cardiologie interventionnelle. Ah donc vous voyez au niveau de ces ventricules qu'on a des valves. Donc la valve mitrale qui est dans le ventricule gauche, la valve tricuspide dans le ventricule droit, la valve pulmonaire avant l'artère pulmonaire et la valve aortique avant l'aorte. Donc, toutes ces valves ont pour fonctionnement de faire circuler le sang dans un seul sens, dans le sens de l'éjection. Quand la valve s'ouvre mal, il peut y avoir un rétrécissement, que le sang va forcer pour passer moins bien. Et quand elle est moins étanche, il peut y avoir une fuite, le sang va refluer. Et en fonction de la sévérité du rétrécissement, de la sténose, donc, ou de la fuite, on va avoir des fuites mineures qui n'ont aucune conséquence et qui sont souvent assez banales et assez fréquentes. C'est très fréquent d'avoir une fuite mitrale. Quasiment tout le monde a une toute petite fuite mitrale. C'est écrit sur le compte rendu, c'est normal. On peut avoir une toute petite fuite aortique. C'est moins banal, mais ça reste mineur et très fréquent. Par contre, quand on a une grosse fuite mitrale, une grosse fuite aortique ou un gros rétrécissement, là, on va avoir tout un tas de symptômes, un danger pour le cœur et il faut intervenir. Donc, il y a vraiment tout un panel. Avoir une fuite cardiaque ou un rétrécissement cardiaque, c'est pas forcément un drame, mais il faut surveiller l'évolutivité. Et puis, il faut savoir intervenir au bon moment. Et toute cette anatomie, comme tu l'as dit, elle permet d'envoyer le cœur le sang dans un sens particulier. Donc l'idée, c'est vraiment récupérer le sang sans oxygène, l'envoyer aux poumons, le récupérer des poumons, et ensuite l'envoyer plein d'oxygène dans le reste du corps. C'est ça. On l'oxygène en passant dans les poumons, et ensuite on le renvoie dans la circulation pour oxygéner tous les organes. Et ça, c'est en permanence. À hauteur de moyenne 60 de battements par minute, en gros. En moyenne, c'est 70 battements par minute, entre 60 et 100 au repos. Après, à l'effort, ça s'accélère puisqu'il va falloir augmenter le débit cardiaque parce que l'organe, les muscles ont besoin de plus d'oxygène. Il peut y avoir des petites variantes de la normale. Chez les sportifs qui ont un système nerveux parasympathique très développé, on va avoir une fréquence cardiaque beaucoup plus basse au repos. Et le cœur, lui, va pomper beaucoup plus fort à l'effort. Et donc, en fait, il va pouvoir avoir un débit cardiaque énorme avec transporter une énorme quantité d'oxygène. Donc après, il y a des adaptations physiologiques avec une variabilité entre les individus. Mais la base de fonctionnement, c'est la pompe cardiaque avec la puissance de contraction et la fréquence. Ça va être l'oxygène qui est apporté par les poumons. Donc, il faut des bons poumons et un taux d'oxygène circulant correct, hein, parce que si le sang passe mais qu'il n'y a pas d'oxygène dans les poumons, derrière ça fonctionne pas très bien. Et puis il faut des globules rouges pour pouvoir transporter tout cet oxygène. Donc si on a une anémie, on va pas avoir suffisamment de globules rouges pour transporter l'oxygène. Donc le corps va avoir tendance à demander au cœur de battre plus vite pour pouvoir passer plus de fois possible dans les poumons pour oxygéner l'hémoglobine qui reste. Donc on va avoir souvent une tachycardie et une contraction du cœur plus puissante pour augmenter le débit cardiaque, pour compenser ce manque d'hémoglobine. Donc voilà, on a plein de choses comme ça, de réactions de rétrocontrôle, de réactions hormonales aussi, qui peuvent faire varier la fréquence cardiaque, la puissance de contraction,
donc le débit cardiaque, etc. On a abordé rapidement aussi ça tout à l'heure, les battements cardiaques et le courant électrique qui passe à travers le cœur. Justement, c'est quelque chose d'assez exceptionnel parce qu'on parle du corps humain, mais en soi, d'avoir au sein d'un même endroit un système autonome qui envoie son influx électrique. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu plus le fonctionnement? Donc effectivement, les cellules du cœur ont cette particularité qu'elles ont la capacité de se contracter toutes seules. Elles ont un automatisme cardiaque. Normalement, l'automatisme cardiaque prédominant, il naît du nœud sinusal qui est au niveau de l'oreillette droite. Et ce nœud sinusal va avoir la fréquence cardiaque la plus élevée. C'est lui qui va donner un peu le tempo à tout le reste du cœur. Une fois que le nœud sinusal va déclencher l'influx électrique, l'influx va se propager à toutes les cellules cardiaques en passant par le nœud atrioventriculaire et aux deux ventricules. Donc les cellules cardiaques, elles peuvent conduire l'influx de proche en proche en suivant un circuit électrique un peu plus rapide, une autoroute. Si jamais l'autoroute elle est bloquée, si jamais il y a un bouchon, les cellules elles peuvent contourner en fait l'autoroute en se dépolarisant de proche en proche sur des circuits parallèles. Donc, mais plus on va descendre au niveau du cœur, plus le niveau de blocage va être bas, plus la reprise va être faible, parce qu'en fait, le nœud va se dépolariser autour de 70, mais le nœud sinusal, par contre, si on passe au niveau du nœud atrioventriculaire, on va être un petit peu plus bas sur du 40, 60 battements par minute, et au niveau des ventricules, on est sur du 20, 30, 20, 40. Le problème, c'est qu'entre 20 et 40 battements par minute, ça suffit plus pour assurer un débit cardiaque correct. Le cœur va continuer de se contracter, mais de façon beaucoup trop lente, et ça va forcément générer des symptômes. Moi, je trouve ça, je pense que tu partages mon point de vue, sinon t'aurais pas fait cette cette spécialité. Mais c'est vrai que je trouve ça dingue la manière dont ça fonctionne. Après, c'est l'impression que t'as un cerveau dans un autre cerveau, et à quel point le cœur s'adapte à n'importe quelle situation, quasiment. Tu l'évoquais avec l'anémie, tu l'évoquais avec l'augmentation de la fréquence cardiaque chez le sportif aussi. C'est aussi cette adaptation qui pose problème dans certaines maladies au final, où il va finir par s'adapter aux contraintes extérieures et que ce soit, alors je pense surtout à l'insuffisance cardiaque avec le grossissement du myocarde, c'est cette adaptation qui finit par poser problème. Alors, là, je pense que tu parles plutôt de l'hypertension artérielle. Ouais. Parce qu'en fait, dans l'insuffisance cardiaque, il y a plein de causes d'insuffisance cardiaque. La cardio, c'est simple et compliqué. C'est-à-dire qu'il y a l'insuffisance cardiaque, c'est une résultante en fait symptomatique où le débit cardiaque ne suffit plus à assurer le travail. Mais il y a plein de raisons qui peuvent mener à cette insuffisance cardiaque, que ce soit des raisons anatomiques, des raisons électriques, des raisons de débit cardiaque. Donc il y a plein de choses qui peuvent amener à cette situation. Et à l'inverse, il y a des cardiopathies qui peuvent pendant très longtemps faire fonctionner le cœur à peu près normalement sans générer d'insuffisance cardiaque. Donc, par exemple, pour l'hypertrophie du cœur, donc quand la paroi myocardique est trop épaisse, donc elle est un peu plus grosse, il est plus musclé, on dit, elle s'épaissit, sauf que là où on pourrait croire qu'il est plus puissant, c'est en fait le cas, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle s'épaissit. Le problème, c'est que l'épaississement gêne la souplesse du cœur, qui va aussi être un peu plus rigide et se remplir un peu moins bien, et ça va augmenter un peu les pressions dans le cœur. Et à terme, s'il s'épaissit trop, il va perdre en fait sa capacité vraiment à se relaxer, à se remplir correctement, et on va quand même avoir une insuffisance cardiaque. Donc on a effectivement des paramètres d'adaptation aux conditions extérieures, comme par exemple l'hypertrophie dans l'hypertension artérielle, puisqu'on va avoir les vaisseaux en aval qui sont trop rigides, et donc comme un tuyau d'arrosage dans lesquels on a rétréci les canalisations, il va falloir pousser plus fort pour faire sortir le sang. Donc lui s'adapte, donc au début ça passe nickel puisqu'il fait le travail, mais au bout d'un certain temps, si on n'améliore pas la situation, il s'abîme de façon parfois irréversible, et là on va aller sur l'insuffisance cardiaque. À l'inverse, quand on a des grosses fuites, par exemple mitrales, il va avoir tendance à se dilater parce qu'il va avoir plus de volume. Donc, naturellement, il va se dilater pour réjecter une plus grande quantité de sang à chaque fois. Donc, pareil, c'est des phénomènes d'adaptation, mais au-delà d'un certain stade, il est dépassé. Et donc là, on va basculer directement dans l'insuffisance cardiaque. Et c'est pas forcément réversible en fonction du stade où on prend les choses. Alors que si on corrige une insuffisance mitrale assez tôt, avant qu'il y ait une dilatation trop importante, le cœur va reprendre sa forme initiale. Et donc, c'est le cas dans la plupart des pathologies adaptatives. Quand on fait sauter le facteur d'adaptation, c'est-à-dire on corrige l'hypertension, on corrige une fuite ou un rétrécissement,
on peut, c'est pas toujours le cas, mais on peut espérer une régression de l'adaptation cardiaque et une normalisation des paramètres avec une amélioration du fonctionnement. Très clair. Et justement, c'est dans cette hypertension artérielle, quand on a un problème au niveau de la circulation, comme tu dis, l'augmentation des pressions, donc c'est l'athérosclérose au final qui pose ce problème-là, plus... je réfléchis. Il y a la rigidité des vaisseaux, donc ça peut être aussi une baisse de la capacité de vasodilatation, c'est-à-dire qu'on va avoir moins de héno, le vasodilatateur. Donc le vaisseau va être moins souple, il va commencer à se rigidifier. En plus de ça, il peut avoir des plaques d'athérome qui vont également rigidifier la paroi et vont faire perdre la capacité de vasodilatation du vaisseau qui est en dessous, voire carrément l'aggraver avec une tendance au spasme, donc en plus au rétrécissement encore plus. Et puis on va aussi avoir souvent un problème de régulation des hormones qui équilibrent la tension, comme l'enzyme de conversion de l'angiotensine, etc., qui sont souvent régulées par le rein, qui vont aggraver ce processus. Et donc, les traitements hypertenseurs vont jouer au niveau hormonal, parce que malheureusement, la rigidité, on ne peut pas trop jouer dessus. Après, voilà, on utilise les inhibiteurs calciques qui jouent sur la paroi musculaire lisse des vaisseaux et qui vont avoir un effet, voilà, pour jouer un peu sur la vasodilatation et qui ont un effet antispastique important. Et donc, l'idéal, en général, c'est de cumuler différents antihypertenseurs pour potentialiser leurs effets, puisqu'ils vont jouer sur différentes causes de l'hypertension artérielle. Petite pause pour vous parler de H, l'écosystème digital de prévention que nous construisons. Son premier outil, en cours de développement, sera Hippocrate, votre futur assistant santé qui vous aidera à prendre soin de vous au quotidien. Pour en savoir plus, rendez-vous sur h-solution-avec-s.fr, h-solution-avec-s.fr. C'est parti, on peut reprendre l'épisode. On a rapidement abordé le sujet, ce point-là tout à l'heure sur l'adaptation du cœur. J'ai pas mal de sportifs, moi, qui nous écoutent, pas mal de coureurs à pied, notamment qui viennent de l'épisode avec Blaise. Comment le cœur s'adapte justement à l'effort? Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu pourquoi il s'adapte, comment il s'adapte, et surtout, quels sont les bénéfices après son adaptation? Alors le problème, c'est que tu as l'adaptation à l'effort et l'adaptation au sport intensif. C'est pas la même chose. Parce qu'il faut distinguer l'effort du sport intensif. Le sport, il est bien intensif quand on fait 8 à 10 heures par semaine pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, d'un effort au moins 60% de la VO2 max, donc quand même d'intensité au moins modérée, de façon régulière. Donc c'est quand même pas tout le monde. Et donc on va avoir une adaptation au sport, on va dire basique, qui va être une légère baisse de la fréquence cardiaque dès qu'on commence à faire 2h30 de sport par semaine pendant 4 à 6 semaines déjà, on va avoir une légère baisse de la fréquence cardiaque et puis on va avoir une amélioration de la capacité fonctionnelle à l'effort, mais c'est à différencier du cœur de sportif qui est vraiment entité à part. Et justement pour les gens qui nous écoutent, qui sont plus des gens, alors pas des 8-10 heures de sport, mais justement pour les personnes qui font un peu plus, qui font un peu d'activité physique dans la semaine, un peu de sport, mais pas des grands sportifs, comment ça s'adapte réellement? Le cœur en lui-même? Ouais. Le cœur, on peut même parler jusqu'au vaisseau. Hein. Après, ça améliore justement la vasodilatation des vaisseaux, ça améliore la souplesse des vaisseaux, ça va améliorer souvent le profil lipidique, le profil glycémique, donc ça va diminuer les facteurs de risque cardiovasculaire, diminuer la constitution d'athérome. Attends, je réfléchis, qu'est-ce qu'il faut pas que j'oublie? J'avoue que moi je prends rarement les choses sous cet angle-là. Tu les prends comment? Plutôt on peut faire à ta manière, il n'y a aucun problème. Non, pas du tout, c'est juste que effectivement toi c'est beaucoup des questions de physiologie cardio. Moi je n'utilise quasiment jamais ça en pratique dans mon quotidien. Je dis aux gens, il faut faire du sport, faut manger équilibré. Je leur dis pas, alors en fait, votre fréquence va baisser, votre cœur va se dilater. Enfin, tu vois, donc je résume en une phrase. Donc, quelles sont les modifications cardiaques à l'effort? Donc toi, c'est cardiaque et vasculaire en fait. Hein. Ça peut être cardiaque et vasculaire, comme tu veux, hein, vraiment. D'ailleurs, je dis une diminution de la fréquence cardiaque au repos, parce qu'évidemment à l'effort, la fréquence cardiaque, elle augmente à l'effort. La contraction cardiaque augmente aussi.
Donc, débit cardiaque fois fréquence cardiaque qui augmente, ça fait un débit cardiaque qui augmente franchement. Du coup, la pression artérielle va augmenter également puisque le débit cardiaque augmente. Et puis, du coup, on augmente aussi la consommation d'oxygène du cœur. C'est bien pour ça que souvent on dépiste des rétrécissements au niveau des artères du cœur à l'effort, parce qu'à ce moment-là, le cœur a besoin de plus d'oxygène, et s'il y a des sténoses, on ne pourra pas lui amener. Et donc c'est là qu'on va avoir des douleurs, des modifications électriques ou de contractions, parce que justement on démasque une sténose qui ne parlait pas au repos parce que la consommation d'oxygène et les apports étaient en adéquation. Et au moment où le cœur augmente sa demande en oxygène, quand on ne peut plus lui apporter, ça crée un décalage et donc ça crée une souffrance. Voilà. Et du coup, ouais. Et du coup, toi, tu voulais les bénéfices du sport aussi. Oui, mais ça, après, on pourra l'aborder plus tard. Ok, On refait un d'accord. point Donc sur prévention là-dessus. l'adaptation, effectivement, ça va être ça, quoi. Ça va être fréquence, puissance, débit. Ouais. Et Et les c'est poumons aussi augmentent leur capacité fonctionnelle et leurs échanges en oxygène. et on a à peu près, alors bon, beaucoup plus temporaire et beaucoup moins voulu souvent, mais avec le stress, on parle beaucoup du stress chronique et de tout ça. Est-ce que c'est Ouais. des choses aussi qu'on retrouve à ce moment-là? Dans le sport? Dans le stress en lui-même, le stress physique et Oui. mental. Alors le stress physique, il y a le stress un peu chronique et le stress aigu. Le stress aigu souvent va faire déclencher des décharges de catécholamine, d'adrénaline, de cortisol, les hormones du stress et de l'inflammation, qui vont justement avoir pour rôle d'augmenter la fréquence cardiaque, le débit cardiaque, d'être réactif, hein, le but étant de fuir, de s'adapter immédiatement à une situation de danger. C'est un phénomène qui est totalement physiologique, de s'adapter à un stress en ayant le cœur qui s'accélère, le débit cardiaque qui s'accélère, en ayant une vigilance accrue. Le problème, c'est quand le stress est trop fréquent, quand le stimuli est trop fréquent, ou quand le cœur ne sait plus aussi se mettre au repos et s'emballe de façon anormale, avec une hypersensibilité au stress ou une hyperréactivité un peu permanente. Là, va y avoir un problème de régulation et ça peut être gênant au quotidien et sur le long terme. Et après, on va avoir du stress chronique qui est inflammatoire. Et l'inflammation, on sait que c'est extrêmement mauvais pour le corps en général. Ça augmente tous les facteurs de risque cardiovasculaire, ça aggrave le profil lipidique, le profil glycémique, ça augmente l'athérome, l'oxydation. On sait que c'est pas bon du tout. Donc, un stress aigu, c'est totalement normal, c'est adaptatif. Un stress aigu pour un rien ou alors un petit stimuli qui déclenche un stress aigu de façon anormale, là, ça va commencer à être gênant parce qu'on va mettre le cœur à l'effort en permanence, alors que c'est réservé qu'à des moments extrêmes, en fait. Il faut laisser se reposer ce petit cœur. Ouais, complètement. Et justement, ce cœur, il doit être un petit peu au repos, on doit l'aider à le mettre au repos. La nuit, il se passe quoi? Je sais pas si tu pourras me répondre sur ça. Notre cœur, parce que je sais que notre cerveau, voilà, il se régénère, on a abordé ça dans un épisode précédent. Mais le cœur, lui, il fait quoi? Il ralentit vraiment le plus possible? Qui se met au repos, effectivement, c'est l'inverse du système nerveux sympathique qui s'active au stress. C'est le système nerveux parasympathique, celui du repos, du calme, qui va prendre le dessus. Donc la fréquence cardiaque va ralentir, le débit cardiaque va diminuer. D'ailleurs, la consommation du corps à ce moment-là est moindre puisque tous les organes sont au repos. Donc on a besoin de moins d'oxygène. Donc effectivement, il va ralentir. Et puis c'est le moment où le corps en général a besoin de se régénérer. Et donc comme le cœur il est lié à tous les organes, que ce soit au niveau hormonal, au niveau cérébral, si on a un mauvais repos de tous les organes, ça va forcément retentir sur le cœur. Et si par exemple on a un mauvais sommeil comme dans l'apnée du sommeil, les micro-éveils vont engendrer en permanence un micro-éveil du cœur. Donc une tachycardie, une accélération de sa fréquence cardiaque, une augmentation de sa contractilité et du stress. Et donc ça va en permanence réactiver le cœur alors qu'il a besoin de repos. Et ça, on sait que c'est pas bon pour la récupération. Ça augmente les tachycardies, les troubles du rythme cardiaque. Euh, et ça augmente tous les facteurs de risque cardiovasculaire également, et ça favorise l'hypertension artérielle, puisque on va avoir un signal d'éveil en permanence avec une augmentation de la tension artérielle. Ok, plutôt très clair. Et en effet, ça montre à Voilà. quel point le sommeil est aussi important, que ce soit pour le cerveau, pour le cœur,
que voilà, c'est Oui, un des piliers sur lequel il faut oui. vraiment se concentrer parce qu'il y a une répercussion. Nous qui faisions potentiellement pour toi, mais des gardes des gardes de 24 heures, je crois ils ont posé des haltères sur. Faudrait que je retrouve ce papier-là. Ils ont posé des haltères sur des urgentistes la nuit. Donc des haltères, c'est des analyses de fréquence cardiaque sur une durée assez longue. Et ils se sont rendus compte que plusieurs fois par nuit, pendant les 24 heures de garde, il y avait des épisodes de fibrillation auriculaire qui avaient lieu chez des adultes considérés comme ça, et des épisodes de tachycardie ventriculaire aussi, par moment. Assez court, pour pas que ça ait de répercussions, mais voilà, ça montre à quel point dormir, c'est quand même chouette. C'est-à-dire que là, on cumule garde et stress, hein. Ouais, Donc, ouais, je pense qu'on est dans le pire, quoi. De toute façon, moi, j'ai pas besoin d'un holter pour savoir que la garde, elle me rend malade, hein. ouais, ouais, complètement, je suis d'accord. Mon Même, corps me le dit, hein. même le lendemain, moi je sais quand Mm. j'ai le cœur qui bat vite, ne serait-ce que juste à aller courir ou autre, j'ai absolument pas les mêmes capacités que en dehors Bah, de t'es ça. juste épuisé, en fait. C'est comme si tu fais une nuit blanche. Alors là, c'est une garde, mais si tu vas en boîte toute la nuit, tu fais une nuit blanche, le lendemain, globalement, t'es bon à rien. Donc oui, t'as pas reposé ton cerveau, t'as pas reposé ton corps, t'as pas baissé ta tension. En plus de ça, t'as rajouté une dose de stress massive. Donc non, tu sens que tu vas pas très bien, quoi. Que ce soit physique ou psychique, hein. Ouais, aussi, bien sûr. Et Donc juste, oui, essentiel le sommeil. justement, on parle. Alors, il y a un terme qu'on entend beaucoup, que les gens ont dû entendre beaucoup, que ce soit de la bouche de votre médecin ou même dans certains contenus que vous pouvez voir sur les réseaux, c'est la notion de facteur de risque cardiovasculaire. Est-ce qu'on peut revenir sur cette notion, sur ce qu'elle englobe, parce qu'elle englobe pas forcément tout, notamment, en tout cas moi dans la liste que j'ai, il n'y a pas le sommeil ou il n'y a pas d'autres choses comme ça. Est-ce qu'on peut voir un petit peu ce qu'elle... Alors, je pense qu'il faut distinguer la liste que tu as toi sur compter les facteurs de risque pour savoir à quel Ouais, objectif on le met, enfin les trucs médicaux qui, à mon avis, sont un petit peu obsolètes. ok. Et les facteurs de risque de la vraie vie, qui sont ceux que tu observes au quotidien. Donc, on va commencer par les basiques, les plus anciens, les plus validés, qui vont être surpoids, obésité, le tabac. Ça, il n'y a pas trop de doute. L'hypertension artérielle, qui est déjà une maladie en soi, mais qui est également un facteur de risque d'autres maladies. Le cholestérol, que ce soit l'hypercholestérolémie génétique familiale, qui est vraiment une maladie, ou un cholestérol qui est trop élevé par rapport au reste de nos facteurs de risque. Ça va être le diabète, qui est une maladie en soi, mais qui est également un facteur de risque très important cardiovasculaire. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? L'apnée du sommeil, comme on l'a dit, qui est une maladie, mais qui est également un facteur de risque. Ensuite, on va rajouter effectivement le stress, qui était pas stricto sensus dit, parce que c'est difficile à quantifier. Le stress, à dire il y en a, il y en a pas, mais en gros, bah, tout le monde en a, plus ou moins. Mais le stress, on sait que c'est quand même un important facteur de risque cardiovasculaire. Donc, soit en aigu sur des grosses décharges d'adrénaline, on sait que ça peut favoriser les ruptures de plaques, les troubles du rythme cardiaque. Donc, rupture de plaques, c'est AVC, c'est infarctus, poussée tensionnelle, avec toutes les complications que ça comporte. Et en chronique, inflammation chronique, avec augmentation non négligeable de tous ces facteurs de risque cardiovasculaire. Hypertension, cholestérol, plaque d'athérome, diabète, voilà. On sait que c'est mauvais, mauvais, mauvais. Donc le stress, très important. Euh, et puis donc la sédentarité. Donc il y a d'une part le fait de faire du sport, des séances de sport, et d'autre part le fait d'être actif au quotidien, de pas rester assis trop longtemps, etc. Tout ça, on sait que c'est des facteurs de risque importants. Donc, tu as vraiment les médicaux qui sont déjà quasiment des maladies. L'obésité, c'est une maladie, l'hypertension, le diabète, l'hypercholestérolémie. Et tu as tous ceux qui sont plutôt sur l'hygiène de vie. Donc, nutrition, stress, sport, sommeil, même en dehors de l'apnée du sommeil. Il faut savoir respecter son temps de sommeil, respecter sa fatigue et sa récupération. Et puis, on va avoir aussi tout ce qui va être pollution, qui est actuellement pas trop pris en compte et qui, je pense, a un effet important sur les pathologies cardiovasculaires, que ce soit les facteurs de risque ou directement sur le cœur. À mon avis, c'est encore sous-évalué. Mais la pollution, qu'elle soit atmosphérique, qu'elle soit au niveau des pesticides, de l'alimentation, ou qu'elle soit au niveau des microplastiques qu'on peut retrouver maintenant dans les plaques d'athérome,
oui, c'est un vrai facteur de risque cardiovasculaire aussi. Je vous coupe 5 secondes juste pour vous demander de vous abonner si vous aimez le podcast et de mettre 5 étoiles sur Spotify et les plateformes comme YouTube ou Deezer. Ça nous soutient et nous permet d'avoir toujours plus d'invités exceptionnels. Et justement, dans ces facteurs de risque cardiovasculaire là que tu as cités, moi, il y en a toujours. Alors, moi, je considère qu'il y a 4 piliers pour une vie en bonne santé. L'alimentation, le sommeil, l'activité physique et la santé mentale. J'aimerais qu'on revienne d'abord sur l'alimentation et son impact justement sur le cœur. Est-ce qu'on peut faire un petit peu le point? Parce que la malbouffe est un gros problème de santé publique actuellement. Est-ce qu'on peut voir un petit peu les soucis que ça peut créer? Les soucis, ça va être la genèse d'une part des plaques d'athérome. Ça va favoriser les plaques d'athérome. Et puis, d'autre part, ça va favoriser les diabètes également. Si voilà, une alimentation trop sucrée. Le sucre, on sait maintenant que c'est quand même globalement vraiment pas très bon pour le corps, puisque ça va générer également de l'inflammation. Et puis, ça va modifier le métabolisme des glucides, des lipides. Donc, nous, ce qui est conseillé actuellement, ça n'a pas tellement changé en fait. C'est le régime méditerranéen. Donc avec des fruits, des légumes, des viandes maigres, des poissons gras, des huiles végétales, plus de noix, sésame, colza, olive, éviter tout ce qui va être graisse animale. Puis plutôt l'alimentation riche en oméga 3. Évidemment, proscrire l'ultra transformé, qui est jamais bon, qui en plus est très salé. Donc, il faut éviter de manger trop de sel parce que justement, quand on commence à avoir des dérèglements au niveau de la tension artérielle, le sel avec la rétention hydrosodée, c'est-à-dire ça va appeler l'eau, ça va augmenter le volume circulant dans les vaisseaux et ça va augmenter la pression artérielle. Donc le sel, comme globalement tout ce qu'on mange, c'est déjà salé, faut pas trop en rajouter. Voilà, la charcuterie c'est bon pour rien, c'est bon mais c'est bon pour rien. Voilà, et puis c'est déjà pas mal. En fait, ça paraît simple dans l'idée parce qu'il y a quand même rien de nouveau, mais en fait, à mettre en œuvre au quotidien, ça reste compliqué. Après, c'est important d'adapter et les proportions pour qu'il y ait un équilibre entre protéines, glucides, lipides, fibres euh, dans l'apport quotidien, et puis sur la variation des légumes qu'on apporte, pas apporter tous les jours les mêmes légumes qui vont avoir certaines vitamines et d'autres non. Varier également les apports et puis éviter quand on mange tout ça d'ingérer des pesticides. Voilà. C'est pas le plus facile. Non, c'est pas le plus facile. Tout ça semble. C'est ça qui est toujours un peu complexe. C'est simple et en fait c'est hyper compliqué. Exactement. En fait, c'est une lutte quotidienne en fait. Dans le monde dans lequel on vit, ça en devient complexe, quoi. Je pense qu'il faut pas s'imaginer que manger bien c'est facile. C'est pas facile, ça prend du temps et ça coûte cher. Donc manger bien, c'est un vrai engagement en fait. C'est un vrai engagement pour sa santé, du quotidien, mais c'est à prioriser dans sa vie en fait. Manger bien, c'est la base et en plus ça marche pas que pour le cœur, ça marche pour tout. Et de plus en plus, tu as dû l'aborder sur les différents spécialistes d'organes, mais on se rend compte de l'impact sur tous les organes, y compris sur le cerveau et sur le psychisme. Donc oui, manger bien, c'est essentiel, c'est la base et en plus c'est simple parce que manger bien, ça marche pour tout. Comme le sport. Ouais, complètement. Et c'est quelque chose qui est un peu dommage, je trouve, parce que bon, je pense que quand on aborde l'alimentation, il ne faut pas être trop, comment dire, dogmatique dans le sens où je pense que c'est difficile de faire tout très bien et que la majorité des gens font déjà ont un impact sur leur vie, ne serait-ce qu'à augmenter de 30-40% juste le côté bon de leur alimentation en fait. Maintenant, l'apport calorique total est à plus de, je crois, maintenant c'est plus de 60% d'aliments ultra transformés sur une journée, alors qu'avant c'était à peine 20%. Bah déjà, passer en dessous de la barre des 50%, voire des 40%, les bénéfices, vous allez les voir drastiquement sur votre santé et très rapidement. Et ça, c'est... Après, voilà, moi, il faut savoir que je suis cardiologue, je suis pas nutritionniste. Donc, je vais pas aller usurper les connaissances de quelqu'un que je n'ai pas, parce que j'ai pas fait de formation de nutrition. Donc, j'ai des bases
que j'ai apprises, que j'ai lues, mais j'ai pas une formation hyper complète. Je vais pas pouvoir rentrer dans les détails. Moi, j'ai les grands principes de l'idée de manger bien. Mais après, si vous voulez avoir plus de détails, il faut vraiment se rapprocher d'un nutritionniste, une diététicienne pour avoir vraiment en pratique les recommandations pour notre cas personnel et puis pour savoir exactement de quoi on parle. C'est l'idéal, clairement, c'est l'idéal. Et dans les autres facteurs, on a aussi, alors on avait abordé ça tout à l'heure aussi, il y a la partie sommeil, qui est aussi Mhm. essentielle, qui est aussi régie Ouais, par des règles assez simples sur le ouais, papier, mais toujours pareil, c'est assez ça. compliqué à mettre en place. Alors, je dirais ça dépend des gens. Pour moi, c'est très simple de dormir. Ouais. C'est plutôt rester éveillé qui est compliqué. Mais... Donc, les règles simples, on les répète. C'est globalement se coucher à peu près à la même heure, se lever à la même heure, éviter les écrans, les stimulants avant d'aller se coucher, que ce soit la stimulation intellectuelle ou d'ingérer des stimulants comme de l'alcool, des boissons excitantes, des choses comme ça. C'est de manger tôt avant d'aller se coucher pour avoir le temps de digérer, de manger plutôt léger aussi le soir. Et puis ensuite de se coucher dans une atmosphère propice, donc au calme, plutôt dans la pénombre, avec une température entre 18 et 20 degrés, dans un environnement dédié pour avoir un rituel de sommeil en fait. Voilà, donc c'est simple et pourtant visiblement c'est compliqué quand même pour pas mal de gens. Et puis respecter ses besoins en fait. Faut savoir dire quand ton corps te demande de dormir, bah, c'est comme comme les enfants quoi. Faut dormir, tout simple. Et justement, l'impact du manque de sommeil sur le cœur, on a parlé de la tachycardie tout à l'heure et potentiellement des troubles du rythme. Est-ce qu'il y en a d'autres? Bah après nous on est vraiment beaucoup sur l'apnée du sommeil. Qui est quand même une pathologie très fréquente, qui peut toucher les gens très jeunes et même sans facteur de risque. Les facteurs de risque principaux d'apnée du sommeil, ça va être l'obésité. Mais il y a plein de gens pas obèses qui ont de l'apnée du sommeil, des hommes, des femmes. Chez les femmes, ça va être majoré pendant la grossesse et après la ménopause en raison des changements hormonaux. Donc, il faut pas hésiter à le dépister, à se faire traiter parce que donc ça favorise l'hypertension artérielle, ça épuise. Quand on est épuisé, on ne peut pas faire les bons choix pour sa santé, on ne va pas aller faire de sport, on ne va pas bien manger, on ne va pas aller bien, donc ça peut pas aller en fait. Si on se repose pas, il y a rien qui peut aller. C'est un cercle vicieux. Donc on se repose, on dépiste l'apnée du sommeil, on se traite, on récupère son énergie. Et de là, effectivement, on va aller faire le sport, on va prendre du temps pour bien se nourrir et on va reprendre un peu le fil de sa vie. Hmm. Ouais, c'est sûr que, comme tu dis, en lendemain de soirée, peu importe si on a bu ou pas, avoir la motivation Le d'aller faire du lendemain, sport et de pas commander un McDo, compliqué quoi. voilà. Et en plus, on sait que ça augmente la sensation de faim, qu'on a moins de satiété, donc on va manger plus, on va manger moins bien, on va y revenir plus facilement. Donc ça agit aussi au niveau de tout l'équilibre hormonal du corps. Donc on peut le prendre dans tous les sens. C'est mauvais pour tout le temps. Simple, Simple, basique. Et en plus, on parlait basique. Ouais. de l'inflammation tout à l'heure. C'est quelque chose aussi qui augmente l'inflammation sur la durée, le déficit en sommeil chronique. Et au final, on se rend compte que c'est ça que moi, je vois à travers pardon, ces quatre piliers-là, parce que tous provoquent à peu près les mêmes choses et sont responsables, soit ensemble, soit un par un, euh, de beaucoup de problématiques. Voilà, donc ça c'est la base, et tout le temps, c'est dès l'enfance, et je pense que ça doit s'enseigner dans l'enfance pour qu'ensuite ce soit acquis, qu'il n'y ait même pas de question, que personne ne se demande comment bien manger, que ton instinct te guide forcément, parce qu'on reproduit ce qu'on a connu, hein. Donc si tu n'as connu que les bons aliments, déjà c'est ça que tu vas aimer, c'est ça que tu vas chercher pour te nourrir, et ce sera même pas une question en fait. Pareil pour le sport, si de tout temps tu as fait ton sport, tu sais que ça te fait du bien, tu vas pas te forcer à y aller en fait, ça va être une nécessité. Le sommeil, c'est pareil. Bon, les enfants respectent plus souvent leur sommeil et encore, des fois, on a tendance à un petit peu faire l'impasse parce que bah, ça arrange tout le monde. Mais on a besoin de respecter ses heures de sommeil. C'est comme ça qu'on est plus efficace au travail. C'est comme ça qu'on est plus agréable avec son entourage et qu'on est plus heureux. Mmh, ouais. Donc, en fait, si on veut être heureux et en bonne santé, souvent, ça va un peu ensemble. Mais il faut tout simplement faire ça. Complètement. Alors, en dehors des pathologies et de tout ça, parce que
pareil, je vais venir un peu certains commentaires, mais voilà, dans l'ensemble, vous aurez tout à gagner et pour ça, vous pouvez vous rapprocher aussi de l'épisode qu'on a fait avec le docteur Bellego sur le stress, où on explique justement l'impact de l'hygiène de vie sur le stress psychologique et l'importance de commencer par ça en fait, avant toute chose. Et justement, ce stress-là a un impact considérable sur le cœur, on l'a vu tout à l'heure avec l'inflammation, avec tout ça. Qu'est-ce que tu conseilles, toi, à tes patients, justement, pour limiter ce stress? Alors, je leur conseille assez facilement d'aller voir un psychologue, parce que je pense que c'est globalement quelque chose que tout le monde devrait faire. Parce que se connaître soi-même, savoir comment on fonctionne, comment on réagit, savoir appréhender ses sensations, c'est la base, c'est essentiel. D'ailleurs, c'est souvent quand on comprend pas qu'on panique. Donc déjà comprendre, ça permet de beaucoup mieux maîtriser. Ensuite, oui, des exercices de relaxation, cohérence cardiaque, méditation, yoga, tout ce qui va pouvoir un petit peu relâcher la pression. Tout ce qui est traumatisme, moi je suis pas spécialiste, mais on a beaucoup parlé de l'EMDR, donc voilà, je pense qu'il faut rien laisser passer en fait. Il faut pas laisser passer des traumatismes qui traînent, des angoisses. D'ailleurs, souvent les gens sont angoissés, ils savent pas pourquoi, parce que savoir soi-même ce qui nous angoisse, c'est pas facile en fait. Donc en fait, on va avoir directement le symptôme de l'angoisse. On va avoir souvent la tachycardie, l'oppression thoracique, du mal à respirer, la boule dans la gorge, ouais, des palpitations, vraiment l'angoisse. Et on va même pas forcément savoir ce qui nous a déclenché ça. Donc nous en cardio, on élimine une maladie cardiaque parce que malheureusement, ça peut être les mêmes symptômes qui peuvent être déclenchés par le stress sur une cardiopathie sous-jacente, puisqu'on sait que le stress est un important facteur de risque cardiovasculaire. Donc on élimine un problème. Déjà, ça permet de baisser un peu le niveau de stress, parce que quand on est très stressé, qu'on croit qu'on va mourir, ça n'arrange pas les choses. Et puis une fois qu'on a éliminé une cardiopathie, je pense que c'est important de prendre en charge ce stress. Il n'y a pas que le cœur qui est important dans la vie. Et le stress, c'est une vraie maladie, c'est une vraie pathologie qu'il faut prendre en charge de façon à part entière. Et si ton corps t'appelle au secours, il faut le soigner, il faut le prendre en charge. Donc c'est pas la fin. Quand le cardiologue dit il n'y a pas de problème cardiaque, ça veut pas dire il n'y a pas de problème. Ça veut dire le cœur va bien, mais il y a autre chose qui nécessite une action de ta part. Tout est là pour une raison. Donc, c'est pas parce qu'on enlève une certaine cause à un symptôme ou à une sensation que derrière, il n'y a pas quelque chose. Et ça permet aussi de faire comprendre aux patients que ben voilà, c'est pas parce que l'échographie est normale, parce que si, parce que ça, que vous avez rien. Exactement. Et ça, c'est important aussi. Il n'a pas rien. Il a quelque chose, mais c'est pas forcément moi, cardiologue, qui va pouvoir l'aider là-dessus. Complètement. Et en même temps, ça permet aussi de baisser une partie du stress lié à l'angoisse de mort et de travailler sur le bon problème. Je vous interromps juste 5 secondes une dernière fois pour vous préciser que si vous souhaitez contester une chose qui a été dite durant l'épisode, vous pouvez le faire avec le lien en description qui vous emmène vers un Google Doc où vous pouvez, étude à l'appui, nous justifier vos contradictions. N'hésitez surtout pas. Un point que on oublie souvent d'aborder, on parlait des facteurs de risque cardiovasculaire et tout ça, je pense qu'on peut aborder ça dans leur globalité, c'est aussi les facteurs de risque génétiques. Au final, c'est une question qu'on pose beaucoup aux patients, nous, pour savoir un peu les antécédents dans la famille. Le lien entre génétique et maladie cardiaque, est-ce que c'est un lien qui est fort? Est-ce que c'est un lien qui est démontré? Pour moi, il y a deux paramètres importants. Donc, il y a effectivement la génétique. On se rend compte de plus en plus. Je pense que c'est le cas un peu pour toutes les pathologies et pour le cœur aussi, pour tous les différents versants. C'est qu'en fait, effectivement, la génétique, elle est quand même, on la retrouve beaucoup. Même pour des petites choses, hein, pour des tendances à la fibrillation, des petites fuites, des prolapsus mitraux, pour des vraies cardiopathies comme la cardiopathie hypertrophique, la cardiopathie dilatée. On va retrouver effectivement de plus en plus de la génétique parce qu'on a de plus en plus de moyens de recherche de génétique et de tracer les maladies. Après, on ne sait pas tout, on est loin de pouvoir répondre à tout. Mais c'est pas parce qu'on a une pathologie génétique que c'est de ça qu'on va mourir. Et donc, je pense que c'est important aussi de faire la part des choses entre avoir une cardiopathie génétique qui va peut-être être une petite fragilité du cœur, qui va nécessiter une attention particulière, parfois un traitement, et les facteurs de risque cardiovasculaire qui en fait tuent bien plus par l'environnement et par l'hygiène de vie.
Donc, on peut avoir une cardiopathie hypertrophique pas très importante parce que dans tous les membres de la famille, on n'a pas forcément la même forme et la même gravité. Donc, on peut avoir une cardiopathie génétique qui va pas forcément être très grave. Et en fait, le vrai problème, ce sera l'hypertension. Parce que c'est ça qui risque de nous tuer si elle n'est pas équilibrée, si elle n'est pas soignée, si on a un cholestérol qui n'est pas pris en charge, un tabagisme qui n'est pas arrêté. Donc, oui, la génétique, elle existe, mais je pense qu'elle tue bien moins que les facteurs de risque cardiovasculaires. Donc, on peut pas juste se focaliser là-dessus. Ça existe, mais vraiment, l'accent, il est à mettre sur les facteurs de risque cardiovasculaires, sur l'environnement. Complètement. Et pour aller encore un cran plus loin, ces facteurs de risque-là, eux aussi, ont des variabilités génétiques. Il y a des prédispositions familiales à faire de la tension, à faire du cholestérol, à faire du diabète. Mais comme tu dis, même pour ces facteurs de risque-là, ce n'est pas parce que vos parents font de l'hypertension que vous ferez forcément de l'hypertension. C'est-à-dire que vous avez plus de risques à. On a abordé ça sur le diabète pour le coup, pour le diabète de type 2 qui a une grosse prédisposition génétique. Ce qui va faire que vous allez faire un diabète si vos deux parents ont du diabète de type 2, ce qui va faire que vous allez faire un diabète à 60 ans, ça va être votre hygiène de vie et pas vos gènes. Parce que votre hygiène de vie va adapter, on va dire, à quel moment ces gènes s'expriment. Et donc, si vous vivez bien, vous allez faire un diabète peut-être à 80-85 ans. Et si vous faites n'importe quoi et que vous prenez pas soin de cette prédisposition-là, vous pouvez faire un diabète dès 35 ans. Et ça se voit de plus en plus, malheureusement. Voilà, t'as très bien résumé la situation. Donc oui, des prédispositions génétiques, il y en a de façon assez massive, parce que de toute façon, on hérite des gènes de nos parents, hein, donc c'est pas très compliqué à comprendre. Mais c'est pas une fatalité. On peut agir énormément sur l'épigénétique, sur la façon dont les gènes vont s'exprimer, dont la maladie va se déclencher ou pas. Et on a vraiment une action majeure là-dessus. Et c'est là où je pense que bon, c'est la chose à retenir, mais à peu près dans chacun des épisodes du Labo d'Hippocrate que vous écoutez, c'est que vous avez une marge de manœuvre sur à peu près tout ce qui concerne votre vie et votre santé. Rien n'est une fatalité en soi, peu importe d'où vous partez. Et voilà, nous, notre objectif, c'est de vous donner les clés pour prendre soin de vous. Et ça, c'est vraiment la chose à retenir. Je pense qu'il y a pas mal de personnes, alors ça doit peut-être être une question qui revient souvent, toi, sur les réseaux, notamment en TDM. À quel moment on doit aller voir un cardiologue? Effectivement, ça revient souvent. C'est pas trop une question qu'on me posait avant, peut-être parce que les gens étaient déjà là. Il n'y a pas de moment où on ne peut pas. Donc les moments où on peut, où on doit, déjà c'est tous les symptômes, tout ce qui évoque une pathologie cardiaque. Donc un symptôme récent, aigu ou subaigu, anormal. Donc essoufflement, douleur à la poitrine. Enfin quand je dis poitrine, c'est entre là et là, hein, parce que la douleur elle n'est pas forcément typique. Donc douleur à la poitrine, palpitations, malaise ou syncope, fatigue vraiment inhabituelle. Voilà, tous ces symptômes-là, ils doivent amener à consulter tout de suite. Ensuite, quand on n'a pas de symptômes, quand on est asymptomatique, c'est utile de consulter. Après l'âge, ça va vraiment dépendre, là pour le coup, un petit peu des facteurs de risque familiaux, de son hygiène de vie, des éventuels facteurs de risque qui ont déjà été pointés. Dès qu'on a un facteur de risque, je pense que ça vaut le coup de consulter, parce que déjà, il va falloir qu'on travaille pour vous faire changer ce facteur de risque si c'est possible. Et puis ensuite, si c'est pas possible de le changer, bien le soigner et surveiller pour vérifier qu'il n'y ait pas de complications par la suite. Donc, au moindre facteur de risque cardiovasculaire, on consulte. Mais le problème des facteurs de risque, c'est que souvent, ils sont silencieux. L'hypertension, souvent, il n'y a pas de symptômes. Le diabète, il n'y en a pas forcément non plus. Le cholestérol non plus. Ça peut être dépisté par prise de sang, prise de tension artérielle. Donc, le médecin traitant peut faire le premier dépistage et adresser au cardiologue s'il y a quelque chose qui sort du rang. Donc, je dirais être bien suivi par son médecin généraliste, déjà, c'est la base, qui lui va vous connaître et ensuite qui lui va vous adresser au cardiologue s'il a le moindre doute, que ce soit à l'examen clinique, sur la symptomatologie, sur les facteurs de risque. En tout cas, une consultation cardio, c'est jamais inutile. Même si c'est pour sortir en disant que le cœur est structurellement normal et qu'il n'y a pas de facteur de risque, etc., on sait qu'à ce temps-là, ce jour-là, au temps zéro, il n'y a pas d'anomalie congénitale structurelle, il n'y a pas de facteur de risque cardiovasculaire et il n'y a rien à surveiller dans l'immédiat. Donc, c'est pas quelque chose de perdu, c'est un programme de surveillance qui a été mis en place pour la suite. Voilà. Donc après, il n'y a pas d'âge.
Souvent, on voit les gens arriver, alors c'est très individuel, hein. J'ai eu 40, j'ai eu 50, j'ai eu 60. Souvent aussi, des gens arrivent quand ils ont eu dans leur famille ou de leur entourage quelqu'un qui a fait un infarctus ou une mort subite, évidemment, parce que c'est très traumatisant. Donc là, ils se disent et moi. Évidemment, beaucoup de gens qui consultent parce qu'ils sont très stressés, qu'ils ont des symptômes liés au stress, mais c'est aussi l'occasion des fois de trouver autre chose. Donc, vaut mieux y aller pour rien, parce que c'est jamais pour rien, que de tarder, de découvrir des choses tard et des fois trop tard. C'est un bon message. La prévention en cardio, c'est vraiment la clé. C'est vraiment agir avant le problème. Et la plupart des pathologies, si elles sont décelées tôt, les facteurs de risque, s'ils sont pris en charge tôt, ça donnera jamais une complication grave. Ouais, c'est vraiment l'idée d'agir. Alors le problème reste maintenant, ça tu dois l'aborder, je pense, dans tes postes, du délai d'attente pour avoir un cardiologue, ou c'est ça qui est un gros frein aussi. Alors ça va être un gros problème et ça va que s'aggraver. D'où l'intérêt de respecter scrupuleusement les 4 piliers pour rester en bonne santé. Voilà. Et après, si vraiment on sent que ça va pas, il faut écouter son corps, parce que je pense que les gens se connaissent bien. Et si vous pensez que ça ne va pas, il faut pas lâcher l'affaire. Il faut trouver un moyen, une façon ou une autre, voir le généraliste, ne pas hésiter à aller aux urgences, trouver le moyen, mais il faut consulter. Ouais, complètement. Moi, je pars vraiment du principe qu'on a retiré un peu, que ce soit avec tout un tas d'applications, de gadgets et tout ça, la capacité qu'ont les gens à savoir ce qui va ou ce qui ne va pas et à s'écouter, que ce soit pour l'alimentation, que ce soit pour plein de choses. Et je pense que, en effet, c'est super important d'insister là-dessus. C'est vous êtes en mesure de savoir mieux qu'une application, mieux que n'importe qui, vous avez bien dormi la nuit. Alors si vous voyez avec la tête dans le cul le matin, il y a quand même de grandes chances que vous ayez mal dormi. Vous n'avez pas besoin d'un score de sommeil ou quoi que ce soit. Ça, c'est important de revenir aussi à cette base. Et je pense qu'il faut que les gens aussi se fassent confiance à eux-mêmes. Il faut qu'ils se fassent confiance, et même si des fois on les croit pas, parce que ça arrive malheureusement, si vous sentez quelque chose qui va pas et si la réponse qu'on vous apporte ne vous semble pas adaptée, il faut pas s'en satisfaire. Complètement. Et insister, hein, les médecins à force sont aussi là pour ça, pour répondre à vos besoins et à vos demandes. Faut pas hésiter. J'aimerais qu'on fasse le point sur 2-3 petites pathologies sans rentrer en profondeur dedans, mais c'est beaucoup de choses qui se confondent les unes avec les autres dans la tête des patients. Déjà, il y a 2 choses qui se confondent très souvent. C'est la crise cardiaque, enfin, crise cardiaque entre gros guillemets, et l'arrêt cardiaque. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur la différenciation des deux? Donc, l'arrêt cardiaque, c'est vrai que nous on l'appelle la mort subite. Donc effectivement, l'arrêt cardio-respiratoire, c'est quand le cœur ne bat plus de façon efficace. Il y a plus de pouls, il y a plus de tension, le sang ne circule plus, et donc ça va engendrer un arrêt respiratoire et une absence totale de conscience, de respiration, de circulation. Là, effectivement, la seule chose à faire, c'est le 15, massage cardiaque, défibrillateur si on en a un. Là, vous pouvez regarder mes vidéos. Et l'arrêt cardio-respiratoire a plusieurs causes, dont les causes cardiaques, mais qui sont pas les seules. On peut aussi faire un arrêt après une noyade, après un étouffement. Et donc la crise cardiaque, qui donc est le mot un peu familier pour parler de l'infarctus du myocarde, ça c'est une cause potentielle d'arrêt cardiaque. Mais tous les infarctus, heureusement, ne donnent pas d'arrêt cardiaque, loin de là. Il y a tout un panel d'infarctus, il y a tout un panel de causes d'infarctus et de conséquences d'infarctus. Plus petit, entre guillemets, infarctus qui va quasiment pas laisser de séquelles sur le cœur, on va quasiment plus pouvoir détecter que le cœur a souffert à un moment. On reprend sa vie quasiment strictement comme avant, avec des traitements évidemment et une surveillance, jusqu'à l'infarctus qui fait effectivement l'arrêt cardiaque, ou l'infarctus qui va faire une insuffisance cardiaque sévère, parfois qui va aller jusqu'à la transplantation cardiaque. Donc on a vraiment tout un panel d'infarctus, donc de crise cardiaque, avec des causes très diverses, des conséquences très diverses, dont l'arrêt cardiaque est une conséquence très grave, heureusement pas la plus fréquente, et qui nécessite une prise en charge évidemment immédiate. Après, en pratique,
quelqu'un qui ne bouge plus, qui ne respire plus, on va pas se dire c'est une crise cardiaque ou c'est un arrêt. Enfin, bon, en gros, on sait que c'est urgent et normalement, on sait, j'espère, je fais en sorte que tu saches qu'il faut masser. Après, quand on parle de quelqu'un qui a fait une crise cardiaque, après, quand on parle comme ça, l'information, elle est quand même très déformée. C'est difficile de savoir de quoi on parle en fait. Quelqu'un qui a fait une crise, un arrêt, un machin, bon, c'est pas très clair, quoi. En pratique, il a eu un problème au cœur, mais franchement, à part d'avoir son dossier médical, c'est impossible de savoir ce qu'il a fait. Donc voilà, l'idée de la crise cardiaque, c'est le problème cardiaque aigu et l'arrêt cardiaque, ça peut être la conséquence de ce problème cardiaque aigu, mais pas toujours. Ok. Un autre terme qui est souvent mal compris, je trouve, par les patients, c'est le terme de fibrillation atriale. Souvent, c'est confondu, enfin, c'est pas trop confondu avec d'autres choses, c'est plus mal compris dans son concept même. Est-ce qu'on peut Alors le dégrossir un concept peu n'est ça? pas facile. Ouais, Le concept n'est pas facile. Donc la fibrillation atriale, c'est quand justement les cellules des oreillettes commencent à être trop excitées et elles vont déclencher des influx électriques en plus du nœud sinusal. Et en fait, ça va prendre le dessus sur le nœud sinusal. Elles vont toutes commencer à déclencher de l'électricité, à se contracter de façon anarchique. Et donc, au lieu d'avoir un influx qui va permettre de contracter toutes les cellules du myocarde en même temps, on va avoir plein d'influx qui vont donc contracter les oreillettes dans un peu n'importe quel sens, parce que chaque cellule se contracte un petit peu à sa sauce. Donc, au lieu d'avoir une belle contraction de l'oreillette, elle va faire un peu ça. Donc, c'est pas efficace. Donc, déjà, on perd en débit cardiaque. Et en plus de ça, le sang stagne. Donc, quand le sang stagne dans l'oreillette, il y a un risque de caillot de sang. Ça, c'est un des premiers risques de la fibrillation, c'est de faire un caillot qui ensuite va être envoyé dans la circulation. Donc, si c'est dans le cerveau, c'est l'AVC. Si c'est dans une coronaire, c'est l'infarctus. Et puis, ça peut aller enclaver n'importe quel organe sur son trajet. Donc ça, c'est un des risques de la fibrillation. L'autre risque, c'est que la fibrillation, donc l'influx électrique va donc être transmis au ventricule. Heureusement, il y a un frein quand même, qui est le nœud atrioventriculaire qui va un peu l'influx. Donc, il va être transmis de façon toujours anarchique, mais un peu moins rapide au ventricule. Et donc, les ventricules, pareil, au lieu de se contracter de façon bien propre, ils vont se contracter, mais avec un rythme, une cadence qui va changer en fait. Donc eux, ils vont se contracter en même temps parce que l'influx a été bloqué et donc il y a juste la cadence qui va changer. Donc la cadence électrique, elle va être variable et souvent elle va être rapide et irrégulière. Et donc en fait, le ventricule, au lieu de se contracter de façon bien propre et d'être bien rempli par l'oreillette, déjà il est rempli moins, le débit cardiaque va baisser et en plus la contraction va être moins efficace. Et à terme, si la fréquence cardiaque elle est trop rapide, si ça dure depuis trop longtemps, ou si le patient est fragile par ailleurs, le cœur peut se fatiguer et donc il va se contracter moins fort et ça va générer de l'insuffisance cardiaque. Donc c'est pareil, ça c'est des processus qui peuvent être réversibles quand la fibrillation atriale elle est prise en charge assez tôt pour éviter que ça arrive au stade d'insuffisance cardiaque ou quand on est déjà au stade d'insuffisance cardiaque, revenir à la normale pour éviter que ça se pérennise. Et donc voilà, ça c'est la fibrillation atriale. Donc il y a vraiment deux risques importants, un risque de thrombose, un risque de caillot et un risque d'insuffisance cardiaque. Clair. Pour un concept qui est plutôt flou, c'est très clair. Et la suffisance cardiaque, du coup, on est déjà passé dessus tout à l'heure, je pense. Toutes ces pathologies-là, au final, sont en effet en grande partie causées par ce qu'on a évoqué précédemment. Et donc, c'est vraiment le message à retenir de voilà, on vous donne les clés pour comprendre un peu comment votre cœur fonctionne, quelles sont les pathologies, tout ça. Mais le message à retenir, lui, est simple sur le papier. C'est juste prenez soin de vous et des choses classiques qu'on vous répète après chaque épisode. Parce que là, par exemple, on parlait de la fibrillation atriale, mais il y a potentiellement une prédisposition génétique parce qu'on retrouve quand même souvent des familles qui font un peu le même problème. Mais on sait qu'il y a des facteurs de risque qui sont les mêmes. Hypertension, apnée du sommeil, stress, la dilatation de l'oreillette, qui vont jouer sur la fibrillation atriale. Donc, on tourne un peu en rond, toujours sur les mêmes facteurs de risque qui se potentialisent les uns les autres. Donc, effectivement, en gardant en ligne de mire la base et en s'y astreignant tous les jours, parce que comme on disait, c'est vraiment un engagement quotidien, on va vraiment réduire drastiquement
tous ces risques cardiaques. Et même si on a une anomalie génétique, on va améliorer la façon dont la maladie peut se développer plus tard ou de façon moins grave, en tout cas pas l'aggraver avec en plus des facteurs de risque cardiovasculaires. Et alors j'avais posé la question hier sur Instagram, j'ai eu 2 questions qui m'ont été posées. La première, c'est est-ce qu'on doit s'inquiéter de petits épisodes de tachycardie qui arrivent de temps en temps dans la journée, sans son cœur battre un peu plus vite, un peu plus fort, ou pas? Alors, moi, ma réponse est je ne rassure jamais personne tant que je ne l'ai pas examiné de A à Z. Ok. Je ne rassure jamais les gens sans éléments objectifs. Mais en pratique, ces situations sont banales, fréquentes. Souvent, c'est des petites salves d'extrasystole, soit atriales, soit ça peut être des petites extrasystoles ventriculaires, mais bénignes, sur un cœur qui est sain, qui peuvent être favorisés par le stress, la fatigue, un déséquilibre hormonal, une carence en magnésium ou en potassium. Donc, il y a plein de choses pour l'expliquer et c'est le cas le plus fréquent. Mais dans le lot, il va y avoir le cœur qui est pas sain, avec en fait un symptôme d'une cardiopathie plus grave et ça va se présenter de la même façon. Donc, en général, c'est ce que je dis devant tout nouveau symptôme, c'est bien de consulter. Et une fois qu'on a vérifié que ce symptôme n'était pas raccordé à un problème cardiaque, même s'il se répète à l'identique, on sait que ça peut être banal et qu'il ne faut pas s'en inquiéter. Par contre, si ça change, si ça s'aggrave, s'il y a d'autres choses, il faut consulter de nouveau parce que le corps, le cœur, ils évoluent en permanence. Les maladies, elles peuvent arriver d'un jour à l'autre. Hein. Souvent, les gens me disent mais jusque-là, j'avais jamais été malade. Je leur dis c'est le cas de tous les gens malades. Souvent, avant d'être malade, ils sont pas malades. Et donc, malheureusement, d'un jour à l'autre, on peut avoir une pathologie qui apparaît. D'autant plus en cardiovasculaire, on a des ruptures brutales. Hein, on a des poussées hypertensives, des ruptures de plaques qui vont faire que d'un instant à l'autre, la situation a changé. Alors que la veille, on allait très bien et que tout pouvait être normal. On peut faire quelque chose de très grave le lendemain. Donc, on est toujours vigilant. On ne banalise rien. Et un check-up totalement normal à l'instant T ne veut pas dire qu'à 5 minutes, 1 heure après, on va pas faire un truc très grave et que donc, non, tout était normal, donc c'est rien. Tout peut toujours changer, malheureusement. Un bilan n'a de valeur qu'au moment où on le fait. Malheureusement, il n'y a pas forcément d'explication à tout. On retrouve pas toujours une logique implacable pour expliquer quelque chose. Des fois, les gens sont jeunes, ils vont bien, ils font du sport, ils mangent bien, ils n'ont pas de facteur de risque et pourtant, il leur arrive une grosse tuile. Donc, on se sent jamais protégé à 100%. Faut pas vivre dans la terreur. Faut juste être vigilant, être logique et s'écouter. Et ne pas. Enfin, je pars toujours du principe de si vous avez un doute, il n'y a pas de doute, allez chez votre médecin et voilà, discuter de tout ça. Ça sert à On rien ne de rester. minimise jamais, surtout quand c'est cardiaque. Complètement. L'autre question, c'était l'impact du café sur le cœur. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Alors, les dernières études qui sont sorties montraient que le café, de par ses antioxydants, était plutôt bénéfique s'il était consommé le matin, avant midi, parce que l'après-midi, la caféine, l'excitant pouvait perturber le sommeil et qu'on pouvait perdre du coup le bénéfice, pour montrer quand même l'impact du sommeil. Mais les antioxydants contenus dans le café étaient plutôt bénéfiques. Ils augmentaient pas significativement la tension artérielle, ou alors fallait en boire beaucoup chez des gens déjà très hypertendus. Mais en fait, avant de se poser la question du café, il faut surtout se traiter. Et globalement, chez quelqu'un qui est bien équilibré, le café, avec modération, on ne peut pas non plus en boire 15 par jour, mais jusqu'à 3 ou 4 tasses par jour, par matinée, du coup, il n'y avait pas de problème. C'était même plutôt bénéfique. Ok, très bien. Après, comme c'est un excitant, et ça dépend de la sensibilité de chacun à la caféine, il y a des gens très sensibles, ils vont boire une demi-tasse de café, ils vont avoir des extrasystoles dans tous les sens. Voilà. Après, une excitation sur un cœur sain, c'est pas grave. On en revient toujours à la même, c'est quelle est la base. Après, si on est très sensible et qu'on a tendance à être excité facilement, on évite ces situations. Et si ça arrive, on sait que c'est pas grave, c'est juste gênant. Voilà. Et après, il y a des gens qui sont très peu sensibles à la caféine et qui vont en boire beaucoup et ça leur fera rien du tout. Voilà, en tout cas, les études n'ont pas montré d'augmentation de la mortalité ou des pathologies cardiovasculaires graves en buvant du café. Au contraire, c'est plutôt bénéfique. Ça marche. On a bientôt terminé. J'aimerais juste faire un point, je pense aussi important sur les symptômes qui doivent alerter, juste pour faire un gros warning, parce que c'est quelque chose qu'on a fait avec
avec la neurologue sur l'épisode sur l'AVC. Quels sont les symptômes qui doivent vraiment vous alerter et vous faire composer le 15 dans la foulée? Donc effectivement, je vais pas revenir sur l'AVC, c'est une pathologie à cheval cardio neuro, hein, mais les classiques, c'est paralysie faciale, paralysie du membre, les troubles de la parole, de l'élocution. Donc ça serait parce que c'est les zones les plus fréquemment touchées au niveau du cerveau, mais ça peut donner plein d'autres choses. Des troubles de l'équilibre, des vertiges, du mal à marcher, comme si on était un peu bourré, tout ça. Le moindre truc bizarre neuro, c'est le 15. C'est simple. Ensuite, au plan cardiaque pur, donc on va avoir la douleur classique typique, qui va être la douleur qui serre dans la poitrine en étau, qui peut irradier dans le bras gauche, qui peut irradier dans la mâchoire, mais pas toujours. La douleur atypique qui peut être autrement, c'est-à-dire c'est une douleur entre le ventre et le menton. Ça peut être une douleur au niveau de l'estomac. Ça peut être une douleur qui bouge, qui migre. Ça peut être une douleur dans le dos. Ça peut même être une douleur qui bouge devant ou derrière dans le dos. Ça peut être des palpitations anormales, très intenses, un cœur qui est très rapide, une sensation de malaise, une syncope, un essoufflement anormal, d'autant plus s'il est brutal et aigu. En gros, dès que c'est brutal, dès que c'est aigu, c'est le 15. Quand vous sentez qu'il y a un truc franchement pas normal et que c'est arrivé là, c'est le 15. Honnêtement, vous le sentez. Hein. Quand ça arrive, ne pas minimiser, parce que le nombre de patients, moi j'ai pu voir aux urgences, qui ont minimisé les symptômes qu'ils ont eus, parce que voilà, ils veulent pas déranger. Vous inquiétez pas, il y a plein de gens qui dérangent pour plein d'autres choses. Pour moins que ça. Et qui malheureusement ont fini avec des infarctus dépassés, des insuffisances cardiaques évoluées, et ça c'est assez problématique. Et même chez des jeunes. Donc on se sent jamais immunisé, il n'y a pas d'immunité. Ouais, peu importe votre âge, encore plus si vous êtes un jeune et que vous fumez du tabac ou du cannabis, des infarctus à l'âge de 30 ans, 35 ans, moi j'en ai vu. Et honnêtement, on n'a pas envie d'y croire, mais ça arrive. La cocaïne aussi, on sait que c'est un pourvoyeur d'infarctus et d'AVC important. Donc on évite la drogue. Et voilà, si on a le moindre doute, même si on a consommé de la drogue, on ne vous jugera pas et vous appelez le 15. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Moi, je termine toujours par 5 conseils que tu peux donner aux gens pour prendre soin de leur cœur. Je pense qu'encore une fois, on va se répéter, mais... Moi, je crois qu'on a dit les mêmes, hein, comme tu as dit. Moi, je dirais que j'en mentionne souvent 5. Sport, nutrition, stress, sommeil. Et donc, tu rajoutais psychique, qui rejoint un peu tout. Que le psychique, ça va avec le stress, mais aussi avec le sommeil. Mais on disait aussi la nutrition, ça joue aussi sur l'état mental. Et le sport qui permet de faire baisser le stress et d'aller mieux. Tout est intriqué, en fait. Tout va ensemble. Pour moi, le psychisme, c'est un peu justement la résultante aussi d'une bonne hygiène de vie. Donc vraiment, tout ça, c'est au quotidien. C'est un vrai engagement. C'est pas facile. C'est cher. Des fois, c'est chiant. Mais il faut le faire. Et ça vaut le coup. Et à la fin, on a tout à y gagner. Et comme c'est devenu très compliqué, et très cher de se soigner, je sais de quoi je parle, je vous engage à tout miser avant d'être malade. Ouais. Et votre temps, et votre énergie, et votre argent. Ouais, je pense c'est un bien meilleur calcul. Petit aparté militant à la fin, mais je pense que ce qui viendra sauver l'hôpital public, s'il est encore en mesure d'être sauvé, ou le système de santé, ce sera la prévention, parce que si on veut limiter le temps d'attente aux urgences, limiter l'impact des fermetures des lits, toutes ces choses-là, c'est en limitant le nombre de personnes qui sont malades. Et on n'aura pas d'autre solution, en tout cas pour l'instant. Tout à fait d'accord. Je suis pas sûre qu'on va y arriver, mais je suis tout à fait d'accord. Sur ces belles remarques enjouées, on va pouvoir couper. Je te garde 5 minutes le temps que ça termine l'enregistrement. Et puis, merci beaucoup pour l'épisode. C'était très clair et très chouette. Merci, j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Vous avez maintenant des outils pour prendre soin de votre santé au quotidien. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre 5 étoiles. Nous, on se retrouve dans 2 semaines. Ciao.